Monoclonaux. Donc juste l'électrophorèse, alors il y a des biologistes dans la salle, je ne vais pas trop m'aventurer sur le côté biologique et technique de la chose. C'est une méthode de séparation des protéines qu'on a dans le sang et ça peut aussi se faire sur les urines. Donc les protéines migrent sur un gel en fonction de leur poids, de leur forme et de leur charge électrique. Et puis on va vous rendre un résultat qu'on va voir. En France, c'est un B15, la tarification, c'est pas cher, je ne sais pas ici, enfin c'est pas très cher, je pense, une électrophorèse ça doit être pareil. Et ça a surtout l'avantage d'être reproductible, donc on peut comparer d'une électrophorèse à l'autre chez un même patient les résultats et l'évolution. Ça, c'est un profil normal. Donc à gauche, ce n'est pas un pic monoclonal, c'est le taux d'albumine, hein. C'est puisque l'albumine, c'est la protéine qu'on a le plus dans le sang, donc elle va être représentée toujours avec ce grand pic. Souvent, les gens, quand je leur explique le pic monoclonal, ils me disent « Ah oui, c'est ce grand truc là ». Ben non, raté, c'est celui d'à côté. Et puis après, vous avez donc les petites montagnes, c'est alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, gamma globuline. Globalement, alpha 1, alpha 2, bêta 1, on s'en fiche un peu. Hein, ça augmente en fonction de telle pathologie du foie, de l'inflammation. Enfin, voilà. C'est pas trop ce qui pose souci. En général, de toute façon, le biologiste vous a mis un petit commentaire, profil en faveur d'une inflammation, etc. Donc, c'est pas trop le problème. Ce qui est intéressant, c'est surtout les anomalies donc, de bêta 2 et gamma, parce que bêta 2 et gamma, ce sont des protéines qui sont synthétisées par les lymphocytes et non plus par le foie. Tout ce qui est avant est synthétisé par le foie, et tout ce qui est bêta 2 gamma est synthétisé par les lymphocytes. Et donc là, vous pouvez avoir des anomalies monoclonales qui vont nous intéresser. Je vous ai mis juste ça, c'est les rappels, c'est les recommandations, vous les avez en ligne hein, sur le site de l'HAS, c'est assez récent, 2017, c'est quand est-ce qu'on doit prescrire une électrophorèse. Souvent, je me retrouve avec des consultations archi pleines avec des pics à 1 gramme parce que vous me les adressez à juste titre, mais parce que le stylo a un peu ripé, c'est NFS, VSCRP, EPS. Bon, voilà, ça devient quand même de plus en plus un examen systématique, c'est mon impression d'hospitalière en médecine générale, mais après je me trompe peut-être. Mais souvent, je dis, mais vous savez pourquoi il vous a fait cet examen? Ah ben non, c'était mon bilan annuel. Et de plus en plus, je pense que l'électrophorèse est prescrite. À tort ou à raison, je n'ai pas spécialement d'avis sur la question. Mais l'HAS dit qu'il faut le prescrire quand on a une raison de le prescrire. C'est-à-dire quand on a un tableau clinique où on pense qu'on va trouver quelque chose en faisant une électrophorèse. Je ne vais pas vous lire toute la slide parce que c'est trop long. Mais en gros, c'est des douleurs osseuses suspectes, c'est des infections des voies aériennes répétées, c'est un bilan d'anémie comme on l'a vu en deuxième intention, les neuropathies périphériques. Enfin, il y a des raisons de prescrire une électrophorèse. Et ce qui n'est pas, à mon sens, une indication, c'est les gens qui viennent vous voir parce qu'ils sont fatigués. Vous n'avez pas de raison en première intention de leur faire une électrophorèse des protéines sériques. Enfin, il y a d'autres choses qui fatiguent les gens qu'une maladie hématologique ou un déficit immunitaire commun variable, enfin des trucs hyper rares. Donc la fatigue, pour moi, mais c'est mon sentiment et c'est forcément discutable, n'est pas un motif de prescription d'une électrophorèse en première intention. Les douleurs, pareil, mécaniques, arthrosiques, qui sont typiques, qui n'ont rien d'inflammatoire, pareil, il n'y a pas de raison de faire une électrophorèse. Et puis, il y a les infections urinaires répétées ou cutanées répétées, non plus. Ce qui doit mettre les DICV, les déficits immunitaires, ils font, les déficits immuns communs variables, ils font des infections, mais plutôt ORL ou bronchiques. Donc, sur des infections, des cystites à répétition, il n'y a pas besoin de faire une électrophorèse. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, les deux premiers, là, les alpha 1, alpha 2, on s'en fiche un peu, c'est inflammatoire. Le deuxième, c'est assez classique, c'est l'hypergamma globulinémie polyclonale, là, cette espèce de grosse montagne sur la... il est où le pointeur? C'est ça? En dessous. Ah oui. Voilà, cette espèce de grosse montagne là, bêta 2 gamma, des fois c'est décrit comme un bloc bêta 2 gamma polyclonal.
C'est assez typique des cirrhoses. Et puis, quand c'est tout raplat les gammas, là, au lieu d'être un petit peu montagneux, ben, c'est ce qu'on appelle les hypogamma-globulinémies. Ça peut être des syndromes néphrotiques, très souvent, ou alors ben, ça vient à moi ou aux internistes parce qu'on fait des bilans et des fois on tombe sur des myélomes. Donc le vrai problème, c'est les anomalies des gamma-globulines, c'est ce que je vous disais. Donc soit il y a une hypogamma, là, votre gamma il est tout raplat, et ça se bilante parce qu'il y a un problème. Soit vous avez un deuxième petit pic, là, puisque là, il y a l'albumine, et vous avez un pic qui apparaît, un pic étroit, comme ça, donc c'est un pic d'aspect monoclonal, et ça, les biologistes, quand ils voient ça, ils rajoutent une immunofixation pour typer le pic monoclonal, sauf même sans prescription. Il me semble que vous avez le droit de le faire. Non, mais il faut me corriger si je dis des bêtises. Voilà, juste une slide sur l'hypogamma-globulinémie. La norme, c'est 8 ou 8,5, là, la norme basse des laboratoires. S'il a 7 de gamma-globuline, vous recontrôlez, on ne bilante pas les hypogamma-globulinémies normales, inférieures ou très discrètes. Par contre, en dessous 6 grammes, c'est recommandé de faire un bilan. Donc, vous pouvez faire une bandelette urinaire, voir s'il a des œdèmes, parce que le syndrome néphrotique, c'est une cause très fréquente. Et puis après, vos gamma-globulines, elles peuvent être mal produites. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec le lymphocyte qui le produit. Donc, soit le patient est sous immunosuppresseur pour une polyarthrite, pour je ne sais quoi. À ce moment-là, c'est normal qu'il ait une hypogamma-globulinémie, puisqu'il y a un contexte connu. Soit vous tombez sur un DICV, un déficit immunitaire. Donc, ça, c'est pas moi. C'est les internistes. Ou alors, il y a une entité qu'on appelle le myélome à chaîne légère, c'est-à-dire que le myélome, les plasmocytes du myélome vont sécréter non pas une immunoglobuline monoclonale qui va se voir par un pic, mais uniquement les chaînes légères de l'immunoglobuline. Et ça, il n'y a pas de pic et il faut faire autre chose pour le trouver. Donc les hypogamma-globulinémies moins de 6 grammes, vous pouvez nous les adresser, il n'y a aucun souci. Plus de 6 grammes sans contexte clinique particulier, je dirais que ça se recontrôle un peu à 3-4 mois. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'entends un patient qui se plaint de rien où il n'y a pas un contexte clinique qui attire l'attention. C'est bon? Ouais, pas de questions? Okay. Je fais juste une parenthèse de santé publique, je dirais. Les patients qui ont des leucémies lymphoïdes chroniques et des myélomes, c'est-à-dire le gros de votre patientèle de médecine générale, il faut les vacciner contre la grippe et il faut les vacciner contre le pneumocoque. Même s'ils n'ont pas de traitement de leur pathologie hématologique, on voit trop souvent des patients arriver sur des pneumopathies à pneumocoque. En plus, ici, je trouve qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Mais on voit trop souvent des mecs en réa sur des pneumopathies à pneumocoque parce qu'ils ont une LLC qui n'est pas traitée, qui ne les embête pas. Mais par contre, le côté immunitaire et risque infectieux prend le dessus. Et c'est des gens qui peuvent mourir de ces complications-là. J'en ai vu, hein, c'est pas pour grossir le trait, mais c'est des mecs qui peuvent mourir de pneumopathie à pneumocoque en réa alors qu'ils avaient 3 lymphocytes dans leur sang qui se battaient en duel et qui ne les embêtaient pas du tout. Donc vraiment, c'est important quand vous avez des papis, mamies qui ont des petites lymphocytoses comme ça, que vous ne m'adressez pas forcément à raison aussi, mais ça sera pour un topo aux prochaines JMC, les lymphocytes. Vaccinez-les, quoi. Pneumocoque et grippe, c'est hyper important. Voilà. Les hypergamma-globulinémies polyclonales, je passe rapidement dessus. C'est quand même bien. Là aussi, j'ai un petit côté santé publique. J'aime bien faire VIH, hépatite B, hépatite C. Je pense qu'il faut le faire, puisque de toute façon, ça vous oriente vers une pathologie hépatique. Donc, à un moment donné, faire les sérologies, ça a aussi du sens. Ça, c'est quand même plus pointu. Hémopathie. Découvrir un lymphome sur une seule hypergamma-globulinémie polyclonale, non, quoi. Le mec, il sera fatigué, il aura des ganglions. Enfin, voilà, vous allez tomber dessus en faisant le bilan du lymphome, mais ce n'est pas ça qui va vous faire le diagnostic de lymphome. Et la leucémie myélomonocytaire chronique, ça, c'était vraiment pour me faire plaisir que je l'ai mise dessus, parce que c'est un syndrome myélodysplasique, en fait, et si vous faites l'électrophorèse, vous aurez aussi une hypergamma-globulinémie polyclonale. Et puis, il y a tout ce qui est après maladie auto-immune, Gougerot, lupus, sarcoïdose, etc. Donc ça, on passe rapidement.
Parce qu'en général, vous avez un tableau clinique qui vous fait faire le diagnostic et ce n'est pas l'électrophorèse qui vous fera faire le diagnostic. Alors, un petit cas clinique. 81 ans, renouvellement d'ordonnance, pareil, il va bien, il ne se plaint de rien, il est diabétique sous metformine, hypertendu. Vous lui avez fait son bilan annuel et vous avez fait NFS, VS, CRP. Alors j'ai un truc contre la VS moi aussi parce que nous, à l'hôpital, on ne prescrit jamais de VS, mais jamais. Donc, mais je sais qu'en médecine générale, et souvent chez les plus âgés que moi, plutôt que les jeunes, c'est encore un examen qui est très prescrit. Donc j'imagine que si vous le faites, c'est que vous pensez qu'il vous est utile et que je ne discute pas ça du tout. Mais nous, on ne fait plus jamais de VS, quoi. Enfin, c'est un peu has-been, la VS. Donc, voilà, je suis un peu provoque, hein, mais c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, non, mais c'est sûrement que votre expérience a fait que la VS vous a aidé à trouver des choses. Si vous le faites, c'est que, voilà. Donc ça, je ne le remets absolument pas en cause. Et puis moi, souvent à l'hôpital, bon, le diagnostic, il est un peu fait parce qu'on me l'a adressé, c'est qu'on a déjà débrouillé le truc. Donc bon, l'avis, il est un peu partial. Oui. J'y arrive sur les causes d'augmentation de la VS sans augmentation de la CRP, parce qu'il faut quand même que je défende ceux que j'attaque. Donc la NFS est normale, la CRP est plate, mais par contre, il y a une VS à 69 à la première heure, ce qui est totalement anormal. On est bien d'accord. Donc, ce topo, je l'ai déjà fait à plein de généralistes, donc je connais les contre-arguments, donc j'ai fait exprès. Alors, est-ce que vous prescrivez une électrophorèse dans ce contexte-là? Eh bien oui, parce que dans le tableau de l'HAS que je vous ai montré tout à l'heure, où on n'a pas lu les lignes, une des raisons de prescrire une électrophorèse, c'est typiquement celle-là, d'avoir une VS augmentée avec une CRP plate. Parce que, en gros, votre immunoglobuline qui va être découverte, elle vous fout le bazar dans la rapidité de sédimentation de la VS et ça augmente la VS, alors qu'ils n'ont pas de syndrome inflammatoire. Donc, oui, les causes classiques d'augmentation de la VS sans augmentation de la CRP, c'est les anomalies de l'électrophorèse. Donc là, oui, il faut faire une électrophorèse. Les autres causes classiques, c'est l'insuffisance rénale chronique et l'anémie. Alors, voilà. Mais oui, il faut faire une électrophorèse. Si vous avez fait NFS, VS, CRP et que la NFS et la VS sont discordantes, la CRP et la VS sont discordantes, il faut le faire. Donc, vous avez fait votre électrophorèse. Donc, on a l'albumine, alpha, alpha 2, bêta 1, on s'en fiche. Et vous avez ce truc-là. Donc ça s'appelle un pic monoclonal qui migre dans les gamma-globulines. Et donc le biologiste, il a vu ça et il vous a fait l'immunoélectrophorèse, c'est-à-dire qu'il a donné un petit nom au pic monoclonal. Et il s'appelle IgG-kappa. Et il est à 6 grammes 8, ce qui est modeste, on va dire. Qu'est-ce que vous faites comme bilan sur la découverte d'un pic monoclonal en première intention? Il faut participer là, sinon... Un bilan rénal, oui, une créate. Calcium, j'achète. Protéinurie des 24 heures, j'achète aussi. LDH, oui. Un myélogramme en première intention? Non, j'achète pas. Comment? Ouais. Alors, la fonction rénale, la calcémie, pour la corriger, l'albumine, ou alors vous demandez une calcémie corrigée d'emblée, on vous la rend et vous n'avez pas à faire le calcul. La protéinurie, alors avant on faisait beaucoup sur 24 heures, maintenant ça marche bien aussi sur échantillon. Donc c'est pas la peine d'embêter les patients à faire pipi dans le pot. Ouais. C'est mieux sur 24 heures pour la Ben Jones, mais on peut vous la rendre aussi, en tout cas positive ou négative sur échantillon. Après, je sais que les biologistes préfèrent sur 24 heures, il me semble. Mais quand même, les papis-mamies, faire pipi dans le petit pot pendant 24 heures, souvent, ça les embête beaucoup quand même. Et le dosage pondéral, ça peut se faire de façon assez... Enfin, c'est de la routine, hein, le dosage pondéral, on vous le rend... vous pouvez le prescrire, enfin, ce n'est pas forcément de la spécialité. Et puis, à discuter en fonction de votre bonhomme ou de votre nana en face,
S'ils ont des douleurs, etc., vous pouvez, avant de m'appeler, faire l'imagerie. Mais après, si vous voulez vous arrêter à la découverte du pic et au bilan de base et m'appeler, ça marche aussi. Je vais revenir sur pourquoi on fait plutôt de l'os ou plutôt pas de l'os après, d'accord? Parce qu'en fonction de votre type d'immunoglobuline, il ne faut pas faire le même bilan. Et ça, c'est un message à retenir. C'est qu'il ne faut pas faire le même bilan d'imagerie. Je vais y revenir après. Le bilan, il est normal, donc pas d'insuffisance rénale, pas d'hypercalcémie, il n'a pas de protéinurie, il va très bien, donc vous ne lui avez pas fait d'imagerie parce qu'il a mal nulle part, il ne se plaint de rien. Est-ce que vous pouvez conclure à ce qu'on appelle pompeusement une gammapathie monoclonale de signification indéterminée? Oui ou non? Oui, voilà. Donc, les gammapathies monoclonales de signification indéterminée, ou en version anglaise MGUS. Donc ce sont en fait, moi je ne dis pas aux gens que ce sont des pathologies, je leur dis qu'ils ont une anomalie biologique qui nécessite une surveillance parce qu'il y a un risque évolutif vers une vraie pathologie. Ensuite, si on fait la bibliographie et la littérature scientifique sur la MGUS, vous allez voir que ce sont vous allez lire, c'est des pathologies clonales plasmocytaires à malignité réduite. Ça aussi c'est très pompeux. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez des plasmocytes qui fabriquent de façon anormale l'immunoglobuline, monoclonale parce que toujours le même clone, hein, ça va toujours être l'IgG-kappa ou autre, et à malignité réduite parce qu'on va le voir, ça évolue très peu, mais très peu ça ne veut pas dire que ça n'évolue jamais. C'est à peu près 3% de la population de plus de 50 ans, donc c'est assez fréquent, hein, si on faisait des électrophorèses à tout le monde, on en trouverait quand même pas mal. Et c'est une incidence qui augmente avec l'âge, hein, puisqu'à partir de 60 ans, on en trouve beaucoup. C'est 70% d'IgG et après 15-15 entre les IgA et les IgM. Les IgD, je ne l'ai pas marqué, mais c'est anecdotique, c'est rarissime. Et la MGUS, c'est à peu près 2/3 des pics monoclonaux que vous découvrez, 60%, je dirais. Donc c'est quand même la majorité de choses que vous pouvez gérer tout seul. Non, je plaisante, je les vois. Donc vous avez, et c'est là que je reviens sur soit radio-écho ou soit imagerie osseuse, des IgM et des non-IgM. Et ça, c'est hyper important parce que ça n'évolue pas vers la même maladie. Globalement, l'amylose AL, vous la mettez en tant que généraliste dans un petit coin de votre tête en sachant que ça existe, mais c'est de l'ultra spécialisé, c'est rare, on n'en voit pas tous les 4 matins. Par contre, une IgM, c'est marié à un lymphome de bas grade. Et une IG non M, donc IgA ou IgG, vous devez l'associer dans votre tête à un myélome. D'accord ? Les myélomes à IgM, ça existe. Moi qui fais ça, que ça, j'en vois parfois, mais j'ai dû en voir en 10 ans, j'en ai vu 2 ou 3. C'est vraiment très rare le myélome à IgM. Donc il ne faut pas que IgM, ça rime avec myélome dans votre esprit. D'accord ? Donc IgM, je pense, lymphome de bas grade, et c'est souvent des maladies de Waldenström. Les LLC aussi, les leucémies lymphoïdes chroniques, peuvent avoir un petit pic IgM qui accompagne leur lymphocytose. Par contre, les IgG, les IgA, ça doit sonner myélome. D'où le bilan fonction rénale, calcémie, imagerie osseuse si nécessaire. Sur leur Waldenström, moi, souvent, je leur demande une radiographie pulmonaire et une échographie abdominale parce que c'est vite fait, ça coûte moins cher qu'un scanner, c'est moins dangereux pour la fonction rénale, pour les allergies, etc. Et ça permet quand même de dépister les gros syndromes tumoraux, c'est-à-dire les gros élargissements du médiastin ou les grosses masses ganglionnaires, la grosse splénomégalie, etc. C'est du débrouillage, mais ça débrouille bien. Le risque de progression, vous voyez, il est très faible. C'est 0,5% par an pour les non-IgM et 1% par an sur les IgM. Donc globalement, si vous découvrez un pic monoclonal à 3 grammes chez un patient qui ne se plaint de rien, qui a un bilan complémentaire qui est normal, il faut les rassurer. Et c'est pour ça que moi, je ne leur dis pas vous êtes en pré-maladie. Je leur dis vous avez une bizarrerie, une anomalie biologique. Par contre, il y a un risque extrêmement faible que ça évolue un jour. Donc, on vous le fera de temps en temps, cet examen sur vos prises de sang. Mais il ne faut pas... parce que là, Google, Doctissimo, gammapathie, myélome, chimio, greffe, enfin, ils partent dans des stratosphères
assez rapidement après les gens. Ce qui est prédictif plus ou moins de la progression, c'est le type. Donc quand on a une IgG, on a moins de risque de progresser que si on a une IgA. C'est le taux initial. Donc quand on a 3 grammes, 5 grammes, on a moins de risque de progresser que quand on vous la découvre déjà à 20 grammes. Et puis le CLL, c'est chaîne légère libre. Alors ça, on ne le fait pas parce que ce n'est pas remboursé. Donc on ne le fait que quand les gens sont hospitalisés et qu'on complète un bilan. Mais si ce n'est pas remboursé en France non plus, hein, ce n'est pas une spécificité locale pour le coup. Ça coûte à peu près 80 € en France et ça coûte 10 000 ou 8 000 francs, 10 000 francs, enfin ça coûte le même prix. Mais bon, c'est quand même une somme non négligeable pour les gens. Donc juste faire ça pour faire un truc alors qu'on a déjà fait 95% du bilan, c'est pas utile. Et puis plus vous avez des facteurs, plus votre risque de progression, mais à 20 ans, attention, hein, c'est pour vous dire qu'il est élevé, mais on parle d'une progression à 20 ans. Donc le papy qui a 75 ans, à qui vous découvrez un pic monoclonal, il y a quand même peu de chances qu'il se passe quelque chose si c'est une IgG à 4 grammes, quoi. OK? Des questions? Bon. Alors, quand est-ce que vous m'appelez ? C'est mon sujet à moi. Quand est-ce que vous m'appelez ? Quand vous avez... vous pouvez m'appeler déjà quand vous avez envie, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas le temps, parce que vous faites 40 consults dans la journée, que vous avez autre chose à faire que de gérer un pic monoclonal, ce qui est quand même en pratique la réalité. Je les vois. Après, je vais les voir à 3 mois ou à 3 jours en fonction de ce que vous me décrivez comme tableau quand vous m'appelez. Donc la présentation évocatrice soit d'un myélome pour une IG non M, soit d'un lymphome pour une IG M. Donc souvent c'est des douleurs osseuses quand même, altération de l'état général, perte de poids, vous lui trouvez plein de ganglions, enfin voilà, là bien sûr il faut appeler. Les anomalies biologiques du bilan de première intention dont on a parlé, donc un pic monoclonal associé à une anémie qui ne soit pas carentielle de façon évidente ou par carence martiale, bien sûr, une hypercalcémie, une insuffisance rénale aiguë ou moins bien que d'habitude, ça, c'est des critères de myélome, donc il faut réagir. Des lésions osseuses, parce que s'il avait mal au dos en plus, vous lui avez fait le scan et qu'il a les vertèbres toutes mitées ou toutes cassées, là, c'est un myélome, hein, globalement. Et puis, en fonction du taux, ça, c'est les recos, IgG 15 grammes et IgM 10 grammes. En pratique, les généralistes, ils m'appellent à la moindre découverte du pic, quel que soit le taux, vous m'appelez en général et je les vois. Mais les recos, toujours HAS, hein, c'est que vous pouvez être assez à l'aise à les gérer tout seul jusqu'à ces taux-là. Et puis, moins de 60 ans, on aime bien quand même les voir, parce que moi, enfin, c'est ma pratique personnelle, mais moins de 60 ans, même moins de 65, un pic qui commence à frôler les 10 grammes, je vis au milligramme, hein, même s'il se plaint de rien et même si... il a un bilan normal, moi j'y vais parce que c'est pas pareil d'avoir un myélome à 55 ans que d'en avoir un à 80. Donc moi je leur fais assez facilement des myélos. Quand le taux commence à être autour de 10 grammes, même si j'ai pas franchement de raison de le faire, je le fais. Parce que je pense que si c'était moi ou ma mère, j'aimerais bien qu'on l'ait fait, donc je le fais. Après c'est personnel, c'est une pratique discutable peut-être. Et puis tous ceux que vous ne m'adressez pas, ou alors que je vais vous réadresser en disant vous allez lui faire l'électrophorèse tous les ans et puis vous me rappellerez si ça bouge. Il faut donc les surveiller. Les recos, c'est de faire, à partir du moment où vous découvrez le pic, à 6 mois, à 12 mois, et après tous les ans. Je dirais que ce n'est pas trop le taux du pic qui nous intéresse, c'est surtout sa progression dans le temps. C'est-à-dire qu'un pic qui passe de 5 à 6 en 6 mois, puis de 6 à 8 en 1 an, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est une progression lente, c'est pas inquiétant, voilà. Par contre, si votre pic à 6 mois, il était à 5 grammes, il passe à 12, vous m'appelez. Dans les recos HAS toujours, c'est plus de 25% de progression du pic. Alors, sur un pic à 1 gramme, s'il passe à 1,2, vous ne m'appelez pas. Par contre, sur un pic à 5 grammes qui passe à 13, bien sûr, voilà, ça c'est une progression, on va dire, franche. Donc, la notion de progression est toujours un petit peu subjective, mais voilà. Et puis, s'il progresse ou qu'il a des signes qui se développent ou qu'il y a une anomalie associée qui se déclare, là, bien sûr, faut qu'on les bilante. OK ?
Donc, en pratique, le pic monoclonal, ça peut paraître comme ça un peu vague. Souvent, c'est des MGUS, c'est-à-dire des trucs dont on les surveille tous les ans. Maintenant, si on s'intéresse de plus près à ça, il y a une nouvelle notion qui est apparue, donc la publie, elle est de 2018, c'est une des premières. Jean-Paul Fermand, bon, il est français, hein, cocorico, il commence à être un peu vieux, hématologue parisien qui connaît très bien les pics monoclonaux, les myélomes, etc. Et il a décrit une entité qu'on appelle gammapathie monoclonale de signification clinique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un tout petit clone, un tout petit pic, mais ce n'est pas vraiment la prolifération du plasmocyte qui le produit qui pose problème, mais c'est vraiment le pic en lui-même. Et moi, ce que je vois le plus souvent, c'est les neuropathies périphériques anti-MAG. Anti-MAG, c'est le nom des anticorps qui sont produits dans ce cadre-là. Et souvent, vous avez des gens qui ont des neuropathies périphériques qui peuvent être sévères, en tout cas invalidantes au quotidien, et qui vont avoir un petit pic IgM à 3 grammes, donc, dont on n'aurait eu que faire s'ils n'avaient pas la neuropathie. Mais neuropathie et pic, s'ils ne sont pas diabétiques, etc., c'est bien de les adresser au neurologue ou à moi pour qu'il y en ait un qui fasse tilt, en tout cas sur la neuropathie. Bon, ici, il y a quand même pas mal d'amylose. Il faudra que je creuse le sujet un jour, mais j'en vois beaucoup plus que là où je travaillais avant. Les maladies des agglutinines froides, ça c'est sur les IgM. Hein, ils font des crises d'anémie, souvent au froid. Après, la glomérulonéphrite à dépôt de C3, là, j'y connais rien. Mais en tout cas, le message, c'est que vous pouvez avoir un tout petit pic en termes de taux, hein, en grammes par litre, et qui vous foutent le bazar sur un autre organe, parce que le pic, l'IgM, elle va se déposer sur un autre organe et faire dysfonctionner cet organe. Donc, de quelque chose de très simple, qui paraît très banal, très standard, maintenant, on découvre beaucoup de choses sur ces petits pics qui avaient l'air de rien avant. Il faut quand même être bon clinicien, enfin, en tout cas, les examiner, leur poser des questions et pas juste leur dire oh, bah, vous avez un pic à 2 grammes, vous reviendrez l'année prochaine, et puis voilà. Cas clinique suivant. C'est bon là, c'est pas trop indigeste le pic monoclonal? Oui. 5 minutes, c'est bon. C'est vrai. 72 ans, pas d'antécédents, il a mal au dos, elle a mal au dos depuis 2 mois, et quand même elle commence à prendre des anti-inflammatoires, du paracétamol. Vous lui faites une radio, il y a un tassement de L3, et pour que le tableau soit bien typique, il y a plein de lacunes ostéolytiques sur les autres vertèbres, en haut, en bas. Vous avez une anémie, pas de syndrome inflammatoire. Alors, que faites-vous de plus que le bilan mentionné dans le cas clinique numéro 1? Donc, dans le cas clinique numéro 1, on avait fait la fonction rénale, la calcémie, l'électrophorèse, bien sûr, les réticulos, c'est vrai, j'aurais dû le mettre. Vous me l'adressez, celui-là, parce qu'il a le rachis tout mité, il a une anémie, donc la probabilité qu'il ait un myélome, quand même, est assez forte, quoique j'ai mis la description lacune à l'emporte-pièce, hein, ça c'est la description sémiologique radiologique typique de myélome, parce que vous pouvez avoir aussi le même mec, la même dame, pardon, j'allais prendre l'exemple de la prostate, ça marche pas, mais si c'est un monsieur qui a 72 ans, qui a une anémie, qui a mal au dos avec des lésions en radio, il peut avoir autre chose qu'un myélome, mais avec des lacunes à l'emporte-pièce, quand même, vous m'appelez parce que c'est très probable. Quels autres examens sont nécessaires? Là, je parle du diagnostic de myélome, du coup. Hein. Une biopsie de quoi? Plus simple. Un myélogramme, c'est beaucoup plus simple qu'une biopsie vertébrale. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ouais, la calcémie, on l'avait faite. Oui, vous avez raison, ça fait partie. On a dit les urines, tout ça, machin. Et donc, le myélogramme, ça, c'est ce qui pose le diagnostic. Si vous avez plus de 10% dans votre moelle, c'est le diagnostic est formel de myélome. Ensuite, on fait des trucs très compliqués, on fait des karyotypes qui coûtent cher à la société, mais qui sont quand même bien utiles, parce que ça a un intérêt pronostique, et à l'heure actuelle, on guide beaucoup nos traitements par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne traite pas pareil quelqu'un qui a un myélome avec un karyotype de mauvais pronostic que quelqu'un qui a un myélome avec un karyotype de pronostic meilleur. Là, on est à l'hôpital, donc on va faire les chaînes légères libres-sériques, parce que c'est un marqueur du bilan initial, la bêta-2 microglobuline, les LDH.
Les sérologies, toujours. Et puis, on fait volontiers une IRM rachis entier et bassin. Du coup, pour compléter l'atteinte, il a une atteinte du rachis lombaire. Il faut lui faire tout le rachis. Donc, ça paraît ridicule comme ça, mais c'est quand même 10 à 15% des hémopathies. Donc, pour nous, on en voit très souvent. L'âge médian, c'est pareil, c'est plutôt une maladie de la personne vieillissante, même si je ne considère pas à titre personnel qu'à 65 ans soit très vieux, mais quand même. Élise Clément, qui travaillait avant en médecine interne et qui faisait beaucoup d'hémato, avait fait une étude qui avait montré donc, sur 10 ans 104 nouveaux cas par an de myélome en Nouvelle-Calédonie. Et à l'heure actuelle, ça reste une maladie incurable, c'est-à-dire que je ne dis jamais à mes patients qui vont guérir de cette maladie, et je leur dis même qu'ils n'en guériront pas, et ça c'est important à entendre parce que ça les fait rentrer dans une maladie chronique, avec tout ce que ça implique de contraintes et de vécu psychologique aussi, parfois très compliqué pour ces patients. Par contre, ce qu'on sait très bien faire à l'heure actuelle, c'est mettre en rémission, c'est-à-dire le pic il est à 20, ils ont mal, etc. On fait 3 cures de chimio, le pic est à 0 et ils n'ont plus mal, ils sont contents. Par contre, ça veut dire traitement très long et parfois contraignant, même si c'est de l'ambulatoire ou alors en comprimé, ils sont chez eux. Et souvent, je leur dis que ça rechute. Je leur vends la rechute quasiment systématique parce qu'il y a des périodes de rémission plus ou moins longues et souvent ça revient. Je fais vite parce que je vais être en retard, je vais me faire disputer. Donc, les services où on voit des myélomes, c'est l'orthopédie, hein, clairement, les compressions médulaires, les fractures sur os pathologiques et la néphrologie, beaucoup, parce qu'ils arrivent, souvent en plus ils ont bouffé un peu d'AINS parce qu'ils avaient mal au dos, tout ça, donc ça leur a quand même aggravé largement la fonction rénale. Et puis, par mois, bien sûr, l'anémie et les pics monoclonaux. Donc ça, c'est les lacunes classiques dites à l'emporte-pièce que vous voyez sur les radios. On est un peu plus moderne quand on fait un scanner. On est encore plus moderne quand on fait une IRM et on serait archi moderne si on avait un TEP scan, mais on ne l'a pas. Donc, en fonction de où on travaille et de l'accessibilité à l'IRM ou au TEP scan, c'est recommandé de faire l'un ou l'autre chez le patient jeune. Jeune étant pour les hématologues 65 ans et moins. Chez les plus âgés, moi je fais beaucoup des scanners osseux corps entier. Il n'y a pas d'injection, il reste 5 minutes dans la machine. Ça ne coûte pas plus cher que faire 18 radios de tous les os longs comme on faisait avant. En plus, faire toutes ces radios des os longs, du rachis, machin, il faut les positionner. Ça dure 3 quarts d'heure. Quand ils ont mal, ils ne sont pas à l'aise. Donc un scanner osseux, maintenant, c'est ce qui est recommandé. Et puis quand vous avez vraiment un myélome que vous découvrez, il faut faire une IRM parce qu'on s'est fait avoir récemment sur les épidurites ou les petites léchouilles là, sur la moelle. Ils sont quand même très à risque de casser leurs vertèbres et de comprimer leur moelle. Donc il faut faire des IRM. S'il n'y a pas de retentissement, c'est-à-dire que vous trouvez un myélome, mais il n'a pas d'anémie, pas d'hypercalcémie, pas d'atteinte osseuse, qu'il a moins de 60% de plasmocytes dans sa moelle et qu'il a un ratio de chaîne légère normal, vous ne le traitez pas. Ça aussi, avant en consultation, accrochez-vous, vous avez un cancer chronique qui peut évoluer, mais on va vous laisser tranquille et vous allez rentrer chez vous, monsieur. Des fois, ça donne lieu à des discussions intéressantes. Mais en tout cas, ce sont les critères de traitement des myélomes à l'heure actuelle, c'est-à-dire typiquement le monsieur de 62 ans, parce que je le trouve super jeune et tout, il a 20 grammes d'immunoglobuline, je fais le myélome parce que 20 grammes, ça commence à être important. Je lui trouve un myélome, il a 15% de plasmocytes. Le bilan, il est complètement rassurant. Je ne vais pas le traiter. J'ai fait le diagnostic, mais je ne vais pas le traiter. Quand on les traite, ça c'est la survie. Alors, peut-être pas. Ça c'est la survie de 0 à 100, les années qui passent, les traitements début des années 2000. Là, j'étais pas encore née en tant qu'hématologue. Ensuite, on s'est amélioré globalement. Et si maintenant il fallait faire la courbe 2020, je pense qu'on serait par là. C'est-à-dire que globalement, la survie globale des myélomes, elle augmente. Et Bourvil, il est mort en 3 mois ou en 6 mois, j'en sais rien, parce qu'il a eu un myélome, Bourvil, si vous ne le saviez pas. Mais maintenant, quand on a un myélome, on peut vivre 10 ans, quoi. Alors, à coup de traitement, à coup de rechute, etc. Mais on a quand même une qualité de vie qui est correcte. Ce sont des traitements ambulatoires, en gélules, en comprimés. Donc, c'est plus l'image de la pathologie horrible dont on mourait très vite avant. Les nouveaux agents, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a des molécules hyper sexy intellectuellement qui sont apparues depuis quelques années, qui marchent très bien. Et la preuve, c'est que, pareil, la survie, elle est vachement augmentée quand on reçoit ces nouvelles molécules.
pareil, on fait des autogreffes. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'une autogreffe, mais c'est une chimiothérapie de bourrin, en gros, qu'on fait au sujet de moins de 65 ans qui ont un myélome. Eh ben, n'empêche qu'on leur tape un peu dessus, mais on les améliore aussi beaucoup en survie globale. Et je reviens juste sur mon cariotype de départ, le fameux cariotype qu'on fait sur l'analyse de la moelle. Quand il est de bas risque, on vit plutôt beaucoup plus longtemps que quand il est mauvais. Voilà. Ce qui explique que les traitements sont un peu plus agressifs et un peu plus lourds quand on a un cariotype mauvais et qu'on est jeune, parce que la survie, elle est plus moche. Donc, ma conclusion, je vais y être là, c'est bon. Pas de prescription d'électrophorèse systématique, ça c'est mon avis à moi. Ensuite, vous adaptez votre pratique à vous bien comme vous le souhaitez. Le pic monoclonal, le bilan initial, il est simple, c'est des examens de routine que vous pouvez faire facilement. Quand vous êtes perdu, vous avez les recos de l'HAS ou vous avez mon mail. Si vous voulez adresser tout le monde, vous pouvez adresser tout le monde, je les verrai, dans un délai plus ou moins variable. Par contre, vous pouvez aussi les gérer très sereinement dans votre cabinet s'ils n'ont pas tout ce qu'on a dit comme anomalie biologique, qu'ils ont plus de 60 ans et qu'ils ont un taux inférieur à 10 grammes. J'ai simplifié entre IgM et IgG. J'aurais pu rajouter une ligne, IgM, lymphome, Ig non M, myélome. Voilà, je vous remercie.